donc, on poursuit la discussion, toujours avec vous, Jonathan Emini, conseiller en gestion de patrimoine chez Meilleur Placement, avec la question simple que se posent peut-être beaucoup de Français là, dans cette période de début de sortie de pandémie. L'épargne accumulée, suraccumulée, forcée ou non. Bon, voilà, chaque cas est peut-être un peu particulier, mais en tout cas, il y a de l'épargne, évidemment. On l'a beaucoup commenté. Les chiffres sont astronomiques. Et donc, la question est de savoir ce qu'on fait avec cette épargne quand on veut la déployer, l'investir. Bien sûr. Alors, quelles sont les alternatives que vous nous proposez ou les options que vous nous proposez, sachant que vous n'avez pas le droit de nous recommander le fonds euro, Jonathan. Alors, c'est interdit. Non, enfin, je voudrais qu'on revienne là-dessus, c'est important. L'idée, effectivement, il y a eu énormément d'épargne qui ont été accumulées. Si on prend les chiffres, il y a eu plus de 16 milliards qui ont été collectés sur les livrets LDDS depuis le premier trimestre. En comparaison de quoi, cette épargne-là est destinée forcément au court terme, mais il y a une grande partie qui sera potentiellement investie. Et je souhaiterais évoquer ensemble aujourd'hui la capacité qu'on ait à diversifier effectivement dans des contrats assurance vie, puisque nous, en s'appuyant sur ce que disait Jérémy, on va plutôt avoir un biais assurantiel, assurance vie, par l'aspect fiscal, puisque on est quand même imposé uniquement quand on récupère ses gains, et on a un abattement à partir de 8 ans qui est quand même assez intéressant, et la flat tax est venue quand même simplifier cette imposition, et on a, deuxième aspect de cette enveloppe, l'aspect successoral, bien sûr. Évidemment, là, le grand atout aujourd'hui de l'assurance vie. Dans l'assurance vie, on a historiquement le fonds euro. Ce fonds euro, pour donner quelques chiffres, il y a 1785 milliards dans les contrats assurance vie aujourd'hui, et il y a un peu plus de 1100 milliards de fonds euros. Et on associe très souvent, dans l'esprit des épargnants, l'assurance vie au fonds euro. Ce qui, depuis la loi Pacte, et même depuis quelques temps, mais qui s'accentue aujourd'hui, n'est plus le cas. Le fonds euro reste, et je rebondis sur ce que vous disiez, mais reste le meilleur investissement pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques, qui ont une durée courte et qui ne souhaitent pas être soumis aux fluctuations de marché. On a encore des taux qui sont entre 1,5 et 2% sur des bons contrats assurance vie, il faut le rappeler. Quand on est à 0 ou 0,5 sur des enveloppes réglementées, ça reste le meilleur investissement. Mais au-delà de ça, on le ressent, nous, et chez Meilleur Placement, et on en parlait avec Jérémy, il y a un vrai sujet de diversification au-delà de ce fonds euro. Et il faut absolument que les Français fassent un point sur leur contrat d'assurance vie existant, sur l'épargne qu'ils ont, en regardant évidemment le préalable de ce qu'on va se dire, c'est quelle est leur durée d'investissement, quel est leur profil de risque, puisque tout ça a un impact important. Mais il existe des alternatives extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, on peut investir dans les ETF. Nous, on le ressent à travers le PEA, mais également à travers l'assurance vie. On a un vrai sujet sur la gestion passive à travers les ETF. Nos clients, les investisseurs veulent absolument faire partie de l'aventure de cette crise et de cette remontée, et la gestion passive, les ETF, ont été un vrai sujet. On a aussi des alternatives sur les fonds immobiliers, de manière générale, qui présentent vraiment une alternative intéressante au fonds euro. Alors en contrepartie, évidemment, d'un investissement un peu plus long terme, on a quelques frais de frottement, mais qui permettent d'aller investir dans l'immobilier tertiaire, souvent, avec des véhicules OPCI, SCI, SCPI, qui donnent accès à l'épargnant à partir de 1 000 euros, 100 euros, 5 000 euros, à de l'immobilier, à du rendement, et sur des solutions qui deviennent de plus en plus innovantes. On a aujourd'hui accès à de l'immobilier qui investit sur du viager, donc un vrai sujet de fond, une tendance qu'on observe et qui a de l'intérêt pour le rendement, mais aussi pour l'aspect, on a une population qui vieillit, qui a besoin de récupérer un peu de cash pour pouvoir mieux vivre sa fin de vie, et le viager est une belle option. On a aussi tout ce qui est reconditionnement de bureaux, un vrai sujet des unités de compte qui permettent, donc un fonds qui permet d'investir dans de l'immobilier qui va transformer des bureaux en résidentiel. On a un manque criant de logement aujourd'hui en France. Donc ça, ce sont des sujets qui permettent d'avoir un excellent couple rendement-risque. On a un risque relativement faible si on diversifie évidemment, et avec un rendement qui va se situer entre 3 et 5%, donc qui peut avoir du sens dans une allocation d'actifs. Et en plus, l'immobilier, c'est quand même quelque chose auquel les Français sont très attachés. Bien sûr, qui reste une valeur refuge. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, malgré les tensions, même sur les bureaux, etc., les commerces, la plupart des véhicules immobiliers ont tenu et continuent à tenir leur rendement et leurs perspectives.
Au-delà de ces 2 premières enveloppes, on a une 3e enveloppe qui est assez intéressante. C'est tout ce qui est arrivé avec la loi Pacte, justement, sur la partie private equity. On a donné accès depuis quelques mois aux Français, aux épargnants, à travers le contrat assurance vie, avec des tickets d'entrée parfois à partir de 5 000 €, ce qui est une révolution. Oui, bien sûr. C'était Instit et Fortune. C'était des tickets à partir d'1 million d'euros. Voilà. En dessous, on n'avait rien. Aujourd'hui, on a, dans des contrats assurance, des enveloppes fiscales et successorales importantes, on a accès à des fonds de private equity de renom, Ardian, BPI, qui permettent aux Français d'investir du non-côté. Alors évidemment, il y a une contrepartie de risque importante, mais ça donne une 3e classe d'actifs aux Français qui n'étaient pas éligibles aujourd'hui à la plupart des investisseurs. Est-ce que ces Français qui ont accès aujourd'hui à cette classe d'actifs du capital investissement, du private equity, est-ce qu'ils ont bien la notion de la liquidité ou de l'absence de liquidité justement de ces produits sur plusieurs années parfois? Est-ce qu'il y a des manières quand même pour certaines enveloppes, certains distributeurs, assureurs d'assurer quand même une liquidité régulière? Alors, c'est notre rôle, évidemment, de conseiller, d'expliquer qu'il n'y a pas que la performance faciale, parce que souvent, on a tendance à afficher les performances faciales et se dire c'est un super investissement. En contrepartie, on a quand même une liquidité qui est assez limitée. On a des durées d'investissement qui sont plutôt de 5 ans minimum, voire 8 ans. Oui. Au-delà, en intermédiaire, on a très très peu de liquidité. Les assureurs essayent, mais c'est très compliqué dans une non-côté d'aller chercher de la liquidité. Donc non, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher du rendement en contrepartie, d'avoir un horizon de placement un peu plus long terme. Et ça, c'est un arbitrage qui parle quand même aux nouveaux épargnants. Ils acceptent justement cette contrepartie, ce manque de liquidité dans la perspective d'un rendement peut-être plus élevé, d'un horizon de long terme. Bien sûr, en fait, dans l'arbitrage de ce qu'on se dit, c'est on a une allocation d'actifs globale, on doit partir toujours d'une photographie générale du patrimoine du prospect ou du client et de se dire qu'est-ce que je dois garder de disponible, auquel cas je vais en fonds euros. Qu'est-ce que je peux investir? Et là, on doit avoir un arbitrage de temps en fonction des projets, en fonction du risque. Mais il est évident que les Français sont prêts, on le ressent, à investir sur du plus long terme en contrepartie d'un rendement, en tout cas d'une espérance de rendement un peu plus importante. Ça boucle avec cette idée que voilà, les horizons de temps s'allongent, les objectifs aussi tournés vers la retraite sont en train d'éveiller les consciences et donc on accède à des classes d'actifs différentes. Juste un mot aussi de l'immobilier, peut-être, Jonathan, vous nous dites, alors SCPI très bien, notamment l'idée par exemple de réaménager des bureaux en logement, on comprend bien cette logique. Les quelques recommandations par exemple pour déterminer une bonne SCPI, est-ce qu'il faut que ce soit une SCPI par exemple qui soit jeune, qui a encore du cash à déployer? Est-ce qu'il vaut mieux peut-être regarder des SCPI qui sont déjà seniors entre guillemets, qui ont déjà déployé leurs investissements en loquant des rendements peut-être plus importants? Comment vous regardez la situation? Alors, déjà il faut définir dans l'assurance vie, quel est le meilleur véhicule? Il y a la SCPI, il y a les OPCI, il y a les SCI qui sont malgré tout qui sont similaires, ils investissent dans l'immobilier mais qui ont des structures juridiques différentes. Nous, sur le choix global des unités de compte immobilières, des UC immobilières, on va regarder évidemment l'équipe de gestion en place. On va regarder leur track record s'il y en a un. S'il n'y en a pas, on va regarder si l'équipe de gestion avait un track record d'avant. C'est quand même souvent le cas. Ils créent des choses en partant d'autres. On a évidemment les sous-jacents. Quels sont les sous-jacents qui sont investis? On parlait d'immobilier de bureaux qui se transforment en résidentiel, on parlait de viager, on peut parler aussi de tout ce qui va être dans la logistique, des sujets qui sont sur lesquels on a de la pérennité, en tout cas sur lesquels nous on a des convictions assez fortes sur le long terme. Et puis après on va regarder dedans la répartition des actifs. Donc c'est notre rôle d'avoir une vision importante sur ce qu'ils ont acheté, à qui c'est loué. Quel est aujourd'hui le taux d'occupation financier, le taux d'occupation réel, quel est le report à nouveau, tous ces éléments qui sont des éléments financiers, qui sont très clairs, très transparents, à l'inverse de ce qu'étaient il y a quelques années encore les véhicules immobiliers. Aujourd'hui, tout est transparent, en tout cas sur la partie investissement, on a vraiment accès à tout, et c'est à nous de déterminer à travers, aujourd'hui on a dans des contrats plus de 50 fonds immobiliers, donc on a vraiment le choix, ce qui n'était pas le cas encore une fois des investisseurs avant, donc on a la capacité de choisir celui qui a la meilleure gestion sur la partie résidentielle, bureau, commerce, logistique, et on recommande toujours évidemment de diversifier, de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Bien sûr, il y a plusieurs immobiliers. Il faut diversifier au sein des SCPI, des OPCI, des SCI, il y a aujourd'hui la matière.
D'ailleurs, Jérémy, dans le PEA, on peut investir dans l'immobilier coté bien sûr. avec des ETF, justement. Et ça fait partie du champ des possibles des ETF au sein du PEA et c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée le vendredi pour parler de vos questions patrimoniales et de vos finances personnelles. C'était Jonathan Emini, conseiller en gestion de patrimoine chez Meilleur Placement, et Jérémy Tubiana, le responsable de la distribution France de l'Ixor ETF. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.